Elle s'appelle Christelle Gervaise. Elle est la femme d'Alban Gervaise, agressée le 10 mai 2022 par un homme de 24 ans et mort le 26 mai des suites de ses blessures, les multiples coups de couteau qu'il avait reçus. Alban Gervaise avait 41 ans, il était médecin militaire, il venait récupérer ses enfants à l'école. Un homme est monté dans sa voiture, sa fille de 20 mois était présente. L'homme sans raison, sans mobile, a attaqué Alban Gervaise. Il y a 3 ans, cette mort n'avait pas occupé la une des journaux. Il y a les bonnes et les mauvaises victimes. Un Français militaire qui tombe sous les coups de couteau intéresse moins les médias qu'un jeune homme délinquant qui tente d'échapper à la police et qui, hélas, trouve la mort au bout de ses refus d'obtempérer. 3 ans plus tard, l'enquête judiciaire est terminée. La chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix a rendu son arrêt mercredi. Elle estime que Mohamed L se trouvait atteint au moment des faits d'un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. En conséquence, la chambre d'instruction le déclare irresponsable pénalement. Elle a ordonné son hospitalisation complète, sans précision sur la durée. Il n'y aura pas de procès. Il n'y aura pas non plus de collectif pour soutenir Christelle Gervaise, ni de manifestations dans les rues, ni encore d'écrivains qui prendront la plume pour raconter son histoire. Alors Christelle Gervaise a pris la parole hier. La voici veuve, mère de 3 enfants. La voici seule face à sa douleur, seule face à son incompréhension d'une décision de justice, seule face à ce monde politique qu'elle désigne responsable, seule face à des médias qui l'ignorent. Nous l'écouterons ce matin et tenterons de comprendre, mais aussi de rapporter cette solitude. Et j'apprends à l'instant, parce que c'est une alerte de l'AFP, que la dette publique augmente et atteint 3,345 milliards d'euros au premier trimestre 2025. 3 345 milliards. Je ne sais pas ce que j'ai dit. 3, mais... 3,345 milliards d'euros. Milliards en un trimestre. 3,345 milliards. On dit merci qui ? Merci Monsieur Macron, merci Monsieur le Président. Sabrina Medjeber est avec nous, Richard Millet que vous connaissez, écrivain, Philippe Bilger est là, on recevra Bernard-Henri Lévy tout à l'heure et ce sera intéressant d'entendre vos échanges. Philippe Bilger que vous connaissez, Thomas Bonnet, je précise avant de parler de notre premier sujet et c'est Laurence Ferrari qui me le rappelle que ce soir, Laurence recevra la mère d'Elias qui prendra la parole et ce sera dans l'émission Punchline entre 17h et 19h. Nous allons, je vous l'ai dit, parler effectivement de Christelle Gervaise. Avant cela, peut-être 2 ou 3 images parce que ce qui s'est passé à Paris hier et puis dans toute la France d'ailleurs. Généralement les orages c'est localisé mais là c'était manifestement dans toute la France. Alors on a... D'abord, il y a un drame puisque 2 personnes ont perdu la vie dans ces intempéries qui ont touché une grande partie du territoire français. Il y a des routes qui étaient inondées. Bon, on a vu la Tour Eiffel. C'est vrai que dans Paris, moi, j'avais jamais vu ça. C'est-à-dire que l'avenue Émile Zola, que dans le 15e arrondissement, des arbres sont tombés. Dans Paris, des arbres sont tombés. Donc, et pas un seul. C'est-à-dire que cette grande avenue était jonchée d'arbres, et pas des petits arbustes, des arbres en plein Paris. Donc il y a eu ça en 1999 avec la fameuse tempête, mais depuis, personne n'avait vu cela. Je voulais vous avez vu une séquence donc avec la Tour Eiffel. Je voulais vous montrer également ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Où, alors, c'est pas nouveau, mais ça prend l'eau à l'Assemblée nationale. Mais cette fois-ci, pas de manière métaphorique. Merci, Monsieur le Premier ministre. Ça fuit ? Est-ce que vous vous êtes aperçu qu'il pleuvait ? Je viens de le voir, Monsieur le Premier ministre. On m'avait dit que l'hémicycle était étanche, mais visiblement, vous ferez attention avant de monter. Alors, à ce sujet, mesdames et messieurs les députés, donc on me confirme que toutes les entrées sont ouvertes, que la traversée du sang n'est pas facile. Je vais suspendre la séance pour 5 minutes, le temps que les pompiers viennent expertiser tout ça. Bon, et puis il y a une image assez surprenante que vous avez peut-être vue, c'est cette voiture de police qui fend l'eau et qui, toute vitre ouverte, a une petite musique qui paraît une musique effectivement de circonstance. Écoutez. J'espère quand même la musique de... Vous avez reconnu la musique de Titanic, Richard Millet ?
Non, pardon. Non, non, mais J'ai vu le film. vous êtes déconnecté de ce monde. Et Monsieur Philippe Bilger, J'ai pas reconnu. vous reconnaissez, voilà, c'est pour ça que vous êtes déconnecté Mais on connaît le film. Vous connaissez l'accessoire, nous on connaît les. vous trouvez que la musique de Titanic, c'est l'accessoire du film? Par rapport au film. Mais la musique, elle est légendaire. Oui, c'est Céline Dion Il y en a qui d'autres que je retiens mieux. Richard C'était Millet. leur sirène qui était déréglée et qui donnait cette métaphore. Mais j'ai l'impression que c'est la sirène, mais Marine Lançon me dit que non, c'est la Le musique. haut-parleur de la voiture, je crois. Ah bon? Oui, c'est le haut-parleur. De la voiture, oui, les enceintes c'est de la voiture. Oui, ouais, c'est possible. Je pense. Bon, c'est possible. Alban, L'humour. les policiers ont de l'humour, mais ils n'ont pas que de l'humour. Et croyez-moi, pour être policier aujourd'hui, il faut quand même garder un peu d'humour. Parce que la manière dont ils sont traités est rude. Alban Gervaise, je le disais, c'est un sujet extrêmement intéressant parce que, comme toujours, il y a tout dans ce sujet. Il y a d'abord la mort d'Alban Gervaise, très peu médiatisée. Très peu médiatisée, parce que ce n'est pas une bonne victime. La prise de parole de Christelle Gervaise, qui est quasiment invisibilisée, invisibilisée, parce que, voilà, c'est un homme militaire qui a été tué, donc ça intéresse moins l'espace médiatique. Et puis cette décision de justice, qui est très difficile à comprendre, parce que par définition, j'ai envie de dire, tous ceux qui prennent un couteau pour tuer quelqu'un comme cela, il y a sûrement quelque chose qui ne va pas chez chacun d'entre eux. Monsieur Bilger. Je ne crois pas. J'ai connu, judiciairement, un certain nombre de criminels qui étaient, je dirais, équilibré au sens psychologique et psychiatrique. Non mais ça sûrement, mais en l'espèce, celui qui comme cela entre, de la même manière ces fusillades qu'il y a aux États-Unis, ces gens qui entrent comme ça et qui tuent au débeauté, j'ai envie de dire, bon, je pense que tous, on pourrait souligner qu'il y a un truc qui ne va pas. Léger déséquilibre. D'accord. Mais le problème, c'est de savoir si au moment où le crime Mais comment vous pouvez le savoir? Mais on a théoriquement des psychologues, des psychiatres. Parce que vous croyez aux psychologues, aux psychiatres. En l'espèce, je pense qu'ils peuvent être utiles. Il y en a parfois de bons. Mais j'en suis sûr, et j'en suis même convaincu. Parfois. Mais comment pouvez-vous savoir l'état mental de quelqu'un quand vous l'examinez 2 ans après, comment il y était précisément ce moment-là? Mais parce comment dirais-je, on examine les modalités du crime, l'état du criminel au moment où il le commet, son passé psychologique et psychiatrique. Bon. Je ne vous garantis pas une vérité irréfutable, mais en tout cas, elle est aussi proche que possible de la vraisemblance psychologique et psychiatrique. Eh ben, écoutez, voyez le sujet de Maxime Leguet et nous en parlons ensemble. C'est une mère de famille et une épouse encore bouleversée par le meurtre de son mari qui prend la parole et qui tente de comprendre tant bien que mal la décision de justice. Comment expliquer à ses enfants que le meurtrier de son papa ne va pas en prison? Son époux, Alban Gervaise, médecin militaire, a été poignardé à mort dans son véhicule et devant sa fille âgée de 20 mois alors qu'il allait chercher à l'école ses 2 autres enfants. C'était le 10 mai 2022. Le meurtrier, Mohamed El, déclaré pénalement irresponsable, ne sera donc pas jugé. On va lui poser des questions sur ce qui s'est passé dans la voiture. Là, il ne sait plus. Vraiment, sa réponse est « je ne sais pas, je n'étais pas moi-même ». Il nous a répété ça de nombreuses fois. Par contre, voilà, il sait nous dire qu'il a entendu des voix. J'ai quand même la sensation d'une mémoire très sélective. Donc on se base quand même, en grande majorité, pour cette prise de décision sur ce que cette personne allègue. Christelle Gervaise pointe également du doigt la parole politique et les réponses mises en œuvre face à ces attaques à l'arme blanche qu'elle juge inappropriées. Je ne peux pas entendre dire le président de la République qu'il y a un brainwashing sur les faits divers. Le Premier ministre François Bayrou qui nous dit qu'on va interdire la vente de couteaux aux mineurs. Alors interdisons-leur vite aussi l'accès aux cuisines dans ce cas-là. Depuis 3 ans, Christelle Gervaise tente de se reconstruire et élève seule ses 3 enfants. Elle vit désormais dans la peur que le meurtrier soit remis en liberté. Alors, la parole des victimes ou la parole des parents de victimes, il y a 2 manières de les traiter pour les médias. La première, c'est lorsque le parent de victime dit « vous n'aurez pas ma haine ». Alors là, tribune ouverte. Vous avez raison, c'est tellement formidable, vous avez raison, monsieur. Le deuxième,
c'est de dire effectivement ce que dit Madame Gervais, de pointer la responsabilité des uns et des autres. Alors là, cette parole-là, on ne veut pas l'entendre. Écoutez Madame Gervais qui revient sur la manière, comment elle a appris le drame. Le 10 mai 2022, vers 18h15 à peu près, je commence quand même à m'inquiéter parce que je ne le vois toujours pas arriver. Un petit peu plus tard, je suis appelée par l'école qui m'explique qu'Alban a été agressé devant l'école et qu'il faut que je vienne rapidement. Et c'est là qu'il va m'annoncer que c'est une attaque au couteau. On est allé voir un autre policier qui nous a dit qu'Alban était parti avec le SAMU. Le professeur de réanimation qui est de garde ce soir-là va m'expliquer effectivement qu'Alban a fait plusieurs arrêts cardiaques déjà, qu'il y a une plaie du cœur. Bon, là, je comprends que c'est terminé, probablement, que c'est catastrophique. J'ai appris que c'était une attaque au couteau, que l'individu avait été stoppé par des passants. Ce qui s'est passé dans la voiture, c'est encore très flou. Je pense qu'on n'aura jamais les réponses. Le meurtrier d'Alban ne répond pas aux questions. Qu'Alban, malheureusement, n'est plus là pour répondre et que ma fille, qui était présente dans la voiture, était trop petite pour exprimer ce qui s'est passé. Elle avait 20 mois. Une partie de l'agression a lieu dans le véhicule où Alban se trouve avec ma fille qui est dans le siège auto à l'arrière. Il y a un deuxième temps d'agression qui a lieu devant la fenêtre de la porte. Puis le meurtrier va poursuivre Alban sur une vingtaine de mètres à peu près, le pousser dans un laurier et continuer à le poignarder. Il y a eu plus d'une dizaine de coups de couteau et ce qui va être fatal pour Alban, c'est un coup de couteau au niveau du cœur en fait. Donc Alban a été agressé le 10 mai et il est décédé le 26 mai en fin de journée. Je trouve que la justice est irresponsable une nouvelle fois de laisser potentiellement cet homme dehors. Je pense que cet homme... Parce que là, on le met en hôpital psychiatrique durée indéterminée. Il y a deux solutions. Moi, ce qui m'importe, c'est de protéger la société. Ou on dit cet homme ne ressortira plus jamais, on le met où on veut, dans un hôpital, en prison, etc. Mais la justice est irresponsable de ne pas donner une durée. Enfin, c'est invraisemblable. Vous avez vu ce qu'il a fait. Et on dit on va le mettre en hôpital psychiatrique, mais on ne sait pas combien de temps. C'est-à-dire que si dans 6 mois, tout va bien, il se lève un matin, on le met dehors parce qu'on considère qu'il était irresponsable il y a 3 ans, mais qu'il ne l'est plus aujourd'hui. Écoutez, franchement, c'est pas sérieux. Je veux dire, ce n'est pas sérieux. Lorsque vous dites que la justice est irresponsable... Alors, l'espèce, sur ce cas-là. Oui, mais il est important de signaler que ça fait partie de l'état de droit, même vigoureux, le fait de ne pas renvoyer devant une cour d'assises quelqu'un qui est totalement irresponsable. Pourquoi ? Mais parce que vous ne... Mais au nom de quoi ? Mais au nom... ça m'intéresse vraiment, moi. Au nom de quoi ? Moi, je renvoie tout le monde devant une cour d'assises. C'est au peuple français de juger. Au nom de quelque chose qui est un véritable humanisme, on ne renvoie pas devant une cour d'assises pour juger quelqu'un qui, au moment où il commet un crime, j'en sais quelque chose, été totalement dépossédé de lui-même. Qu'est-ce que vous en savez ? Personne n'en sait rien. Mais bien Personne n'en sait rien, ni vous ni moi. Alors... Avec ce type de raisonnement, Pascal... Avec ce type de raisonnement, il y aurait moins de morts. Mais non. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Mais vous pouvez tout mettre en doute avec ce type de raisonnement. Je mets tout en doute. C'est le principe de nos discussions. C'est un progrès de la civilisation que de ne pas condamner des gens dont on a la certitude... Mais je ne vous dis pas qu'il a été condamné, je dis que je ne veux pas le voir dehors. Mais ça, Et qu'est-ce que vous n'entendez pas ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit, la justice est irresponsable en mettant cet homme dans un hôpital psychiatrique sans mettre de durée. Mais je suis de votre avis. Bon, c'est tout. Je ne vous ai pas demandé de le condamner, etc. Non. Je ne veux pas le voir dehors. Je protège la société. En même temps, imaginons... C'est tout. Enfin, je dis quelque chose puisqu'on doit conclure à l'irresponsabilité lorsque le crime est commis, est-ce que vous accepteriez l'idée que 10, 20 ans ou 30 ans plus tard, il puisse sortir si son état mental s'est stabilisé ? Écoutez, aux États-Unis, je crois que celui qui a tué Sharon Tate, il est toujours en prison. Et ça me va. Ah oui, non, mais je comprends. Voilà, ça me va très bien. La conséquence, c'est que pour les familles de victimes, c'est une épée de Damoclès. Ils ne savent pas quand potentiellement il peut sortir. Et on imagine que pour eux, ça doit être une douleur terrible. Et il est arrivé dans un passé pas si lointain que des personnes qui avaient été jugées, dont le discernement avait été altéré selon les psychiatres, avaient été relâchées et avaient produit de nouveaux méfaits. Il y a déjà eu des cas... C'est curieux, et avec une méthode catastrophique. C'est curieux aussi les victimes que prennent les fous. Qui, j'espère, n'existe plus. Ils sont fous, mais c'est quand même un médecin militaire. C'est étrange, non ? Est-ce que les fous, ils ont quand même un peu de discernement pour savoir quelle victime ils vont attaquer. Vous pensez vraiment que... je pense non, vous avez raison, je remarque, j'observe, vous avez raison. Ce criminel a voulu tuer un médecin militaire. Mais je n'en sais rien.
Je n'en sais rien. Choses, Thomas, heureusement, je crois que ça n'existe plus, c'est les sorties à l'essai. Richard Millet. On n'est pas sûr. Non, mais une sortie à l'essai, enfin, je vous assure. C'est une catastrophe. Et puis alors, personne n'en parlera. C'est surtout ça. Parce que quand je dis il y a tout dans cette affaire, personne n'en parle. Mais depuis le début. Ah bon? Il me semble depuis 2-3 C'est le Figaro qui en a parlé. Vous allez entendre parler de Madame Gervais, de sa douleur, de sa solitude. J'espère qu'on en parlera. Il y a eu d'autres cas où Richard Millet. La folie, entre guillemets, c'était dans le cas de Sarah Halimi ou Mireille Knoll. Une des deux, peut-être les deux d'ailleurs en même temps. Et comme par hasard, c'est Mohamed contre Alban. Je ne dis pas que, mais je laisse entendre ces harmoniques-là. Et dans le cas de Sarah Halimi et de Mireille Knoll, c'était deux personnes de religion juive contre deux, je ne me souviens plus, mais voilà. Ce n'est pas des catholiques en tout cas. Alors, il est possible que la catholicité d'Alban lui ait valu ses coups de couteau. Je n'en sais rien. Bon, alors si on n'en sait rien, il ne faut pas le mettre en avant non plus, donc je modère ce que vous avez dit, mais par définition, on peut s'interroger. On n'en sait rien. On peut s'interroger. Mais on peut s'interroger, mais effectivement, comment dire, on peut s'interroger, mais pas comme vous le faites, je pense, Richard Millet, aussi précisément. C'est-à-dire que vous imaginez un rapport de cause à effet entre deux religions et qui serait à l'origine de ce crime. Rien ne le prouve. Donc, donc, faut pas le dire. Donc, je peux le suggérer. Vous pouvez le suggérer. On peut tout suggérer, mais je pense que ce n'est pas raisonnable. Je pense que aujourd'hui, je pense que c'est pas raisonnable. Je pense. Et le modérateur que je suis permet de modérer. Bon. Il y a, en effet, un traitement médiatique selon parfois et même souvent. La sociologie des victimes, c'est une réalité. Si on ne parle pas de racisme systémique, on peut parler en tout cas d'un antiracisme systémique, notamment dans certains médias et plutôt à gauche. Pourquoi ? Parce que certaines victimes ne rentrent pas dans la dramaturgie des oppressions légitimes. Pourquoi ? Parce que l'indiquer, les faire valoir au même titre que les autres, je prends par exemple Enzo versus Naël, eh bien c'est faire vaciller tout un système bâti sur l'asymétrie victimaire. Et je pense que ce qui est, à mon sens, c'est ce que vous vouliez dire, cher Richard, dans le sens où il y a des bonnes victimes, des bons bourreaux, des mauvaises victimes. Et qu'elle dit d'une manière plus nuancée, peut-être. Je parlais de suggestion. Oui, on a bien compris. La nuance, on peut dire que le meurtrier d'Aboubacar Cissé, par exemple, qui était dans une mosquée, a été interné en hôpital psychiatrique. Donc ça arrive aussi. Oui, alors il sera peut-être jugé, pardonnez-moi. Pour le moment, on n'en sait rien. Le meurtrier, pour le moment. Le procès mais n'a pas lieu. On va voir s'il est déclaré irresponsable. Voilà. Mais ça va être intéressant. Écoutez, un deuxième passage sur la motivation. Alban Gervais, donc, qui est la femme, pas Christelle Gervais, pardonnez-moi, qui est la femme d'Alban Gervais, qui a pris la parole dans le Figaro hier et qui explique ou qui tente de trouver les motivations de cet homme. Il a dit qu'il l'avait tué au nom de Dieu. Laissez-moi le finir, c'est le diable, j'ai tué au nom de Dieu. On apprendra ensuite qu'effectivement, par contre, il est consommateur de cannabis et d'ailleurs, il est positif au cannabis au moment de l'agression. Il a été placé en unité malade difficile en août, début août 2022. Et très vite, en fait, la question de la psychiatrie, de l'aspect psychiatrique va se poser. Tout le reste devient moins important quand même, en fait. Il va savoir nous dire qu'il ne savait plus qui il était, qu'il n'était plus lui-même, qu'il s'est retrouvé devant la Timone, qu'il était perdu, qu'il ne savait plus où aller. Et puis quand on va lui poser des questions sur ce qui s'est passé dans la voiture, là, il ne sait plus. Vraiment, sa réponse est « je ne sais pas, je n'étais pas moi-même ». Il nous a répété ça de nombreuses fois. Par contre, voilà, il sait nous dire qu'il a entendu des voix. J'ai quand même la sensation d'une mémoire très sélective. Donc on se base quand même, en grande majorité, pour cette prise de décision sur ce que cette personne allègue. Pendant l'instruction, on a reçu 3 expertises psychiatriques, effectivement toutes concluent à une abolition totale du discernement, ce qui conduit donc à une irresponsabilité pénale et donc à une non-condamnation à une peine de prison. À l'inverse, on a aussi un des psychiatres qui écrit « Je n'ai aucun argument ce jour pour une pathologie psychiatrique sévère ». Quand on lit tous les PV d'audition, on a quand même un policier qui s'étonne en fait de son comportement discordant entre les geôles et son comportement devant les médecins. Ça n'a pas été repris non plus dans la chambre de l'instruction. Il y a un expert psychologue qui l'a vu en expertise, qui nous dit qu'on est probablement sur une bouffée délirante aiguë, mais qu'il ne peut pas exclure une simulation visant à éviter une condamnation pénale. Vous prenez 3 psychiatres, déjà vous prenez 3 médecins, ils ont 3 diagnostics différents, donc 3 psychiatres, c'est à peu près la même chose. Moi, je le renvoie devant une commission, devant une cour d'assises, et puis après, on juge comment il est.
Voilà, ça vous va? Mais ça, ce ne serait pas absurde de votre part, mon non, cher ça ne serait pas absurde du tout. Non, mais le problème... Ça serait pas absurde, parce que la vérité, tout le monde la devine, dans 5 ans, il est dehors. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais arrêtez, on n'en sait rigoureusement rien. Vous voulez en revanche, écoutez, on a un peu d'expérience. On pourrait imaginer qu'on renvoie systématiquement les mises en examen coupables d'un crime devant la cour d'assises, mais il faudrait faire en sorte qu'il n'y ait pas que les jurés et les magistrats pour décider de l'État, qu'il y ait la possibilité d'une évaluation psychologique et psychiatrique au moment de l'audience. Pourquoi pas? Moi, je suis pas du tout hostile à un changement. Encore une fois, une famille de victimes pointe la responsabilité du chef de l'État dans les propos qu'il a tenus. Oui. Non, mais c'est quand même, ça fait après la mère d'Elias qui sera ce soir interrogée par Laurence Ferrari. Nous avons une deuxième famille de victimes qui a très mal reçu les propos du chef de l'État. Il avait dit les fameux brainwashés sur des faits divers. C'est absolument terrible de dire ça pour les familles de victimes. Et c'est toute la difficulté du président Macron qui n'a pas cette sensibilité parfois. Oui, ça peut. Petite condescendance à l'égard. Non, je crois pas que. Je vous assure, c'est pas de la condescendance. À l'égard des désespoirs ordinaires. C'est pas de la condescendance. Je crois qu'il y a un peu de ça. Mais non, il est comme ça. C'est pas. Il est coupé de ce monde. Parce qu'il est beaucoup plus complexe qu'on le dit. Oui, ça c'est l'influence de l'aile madame à 9h22. L'influence de l'aile madame. Alors je le dis pour les téléspectateurs parce que l'aile madame, voilà, faut le dire, c'est une aile de l'Élysée où régulièrement les éditorialistes de CNews sont passés à la question. Voilà. Vous n'avez pas encore été invité dans l'aile madame. Il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après l'aile madame. Oui, mais... Et l'aile madame. Alors c'est Bruno Roger Petit qui est le grand chef de l'aile madame. Nous sommes d'accord. Absolument. Qui vous invite. Mais il y a généralement Brigitte Macron qui est là, on peut le dire. Qu'ils aient eu de l'influence sur moi. Non, mais c'est vrai que c'est un autre Bilger qui est revenu après. Même, exactement le même. Vous trouvez véritablement, mon cher Pascal, que dire qu'Emmanuel Macron est complexe. Mais on est tous complexes. Vous connaissez quelqu'un qui n'est pas complexe, vous arrêtez avec ces trucs-là. Qui n'est pas complexe? Quelqu'un qui, dans la relation que je peux avoir avec eux, ne brille pas par une absolue complexité. Mais de qui vous parlez? Je ne vois pas du tout de qui vous pouvez parler. Parfois, on peut jouer à ne pas l'être, mais vous connaissez quelqu'un qui n'est pas complexe. C'est vraiment... Sérieusement? Mais ça n'existe pas. Les gens, ils sont complexes, bien sûr. Mais non, il y a des gens simples et je leur jette pas la pierre pour ça. Bon, ça fait 2 fois qu'on entend le